Conclusion d'une enquête de Human Rights Watch sur les employés de maisons tanzaniennes. L'ONG dénonce des abus contre elles. Au Zimbabwe, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir affirme qu'elle ne restera pas les bras croisés, et ce après les menaces de l'armée contre le président Robert Mugabe. Puis en Inde, les écoles de New Delhi rouvrent leurs portes malgré l'effroyable pollution dans laquelle est embourbée la capitale. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les employés de maisons tanzaniennes à Oman et aux Émirats arabes unis sont victimes d'abus, notamment sexuels, et sont exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé. C'est une conclusion à laquelle est parvenue l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Elle a publié ce rapport hier mardi. Dans un rapport d'une centaine de pages, l'ONG basée à New York assure que de nombreux employés de maison à Oman et aux Émirats arabes unis sont surchargés de travail, sont sous-payés et sont victimes d'abus. La majorité des employés de maison dans les pays du Golfe sont asiatiques, originaires de pays comme le Sri Lanka, les Philippines et l'Inde. Mais depuis que ces pays ont renforcé la protection de leurs citoyens travaillant à l'étranger, les employés africaines sont de plus en plus populaires dans les Golfes, rapporte Human Rights Watch. La plupart des employés de maisons tanzaniens émigrent vers Oman et de plus en plus certains se tournent vers les Émirats arabes unis. Mais ces deux pays instituent ce qu'on appelle le système kafala. Il s'agit en fait d'un système de parrainage de visas qui lie les visas des travailleurs domestiques à leur employeur et leur interdit de quitter sans le consentement de leur employeur. Ainsi, les Tanzaniennes travaillant dans ces régions comme employés de maison sont des milliers, estime Human Rights Watch. Sur la base d'entretiens avec 50 d'entre elles, les chercheurs de l'ONG concluent que l'écrasante majorité d'entre elles se sont vues confisquer leur passeport et ont été forcées à travailler jusqu'à 21 heures par jour sans bénéficier du moindre congé. Au Zimbabwe, le chef de l'armée a dénoncé l'éviction de Emmerson Mnangagwa. Le vice-président du pays a réclamé la fin de ce qu'il qualifie de purge au sein du parti présidentiel ZANU-PF. Constantino Chiwenga a également prévenu que l'armée pourrait intervenir. Reportage. La purge actuelle qui vise clairement les membres du parti ZANU-PF qui ont été engagés dans la guerre d'indépendance doit cesser immédiatement. C'est en ces termes que s'est prononcé le général Constantino Chiwenga lors d'une conférence de presse au quartier général de l'armée zimbabwéenne. Le chef de l'armée a martelé que lorsqu'il s'agit de protéger la révolution zimbabwéenne, l'armée n'hésitera pas à intervenir. Cette déclaration particulièrement forte et rare du général Chiwenga intervient alors qu'Emmerson Mnangagwa a quitté le Zimbabwe pour l'Afrique du Sud. Emmerson Mnangagwa, longtemps pressenti comme un possible dauphin du président Robert Mugabe, dont il est un de ses anciens fidèles, a été démis de ses fonctions de vice-président la semaine dernière après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe, qui se retrouve désormais en position idéale pour succéder à son mari. Emmerson Mnangagwa, qui a reçu le soutien des anciens combattants de la guerre d'indépendance au Zimbabwe, entretient des liens étroits avec les militaires. Après son éviction, il avait promis de défier Robert et Grace Mugabe, les accusant de se prendre pour des demi-dieux. Et face à ces menaces proférées par l'armée zimbabwéenne, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir a affirmé qu'elle ne restera pas les bras croisés. Il faut dire que le départ forcé d'Emmerson Mnangagwa, longtemps pressenti comme dauphin du président Robert Mugabe, a fait éclater au grand jour les rivalités au sein du parti présidentiel, la ZANU-PF. Ce journal se poursuit. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote étaient en cours mardi au lendemain de l'élection présidentielle dans la République autoproclamée du Somaliland. Un scrutin dont les résultats définitifs ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Reportage.
Les quelques 4 millions d'habitants de cette république semi-désertique, stratégiquement située sur le golfe d'Aden, espèrent que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991 renforcera leur quête de reconnaissance internationale. Le décompte pourrait prendre plusieurs jours et le résultat pourrait être annoncé entre le 16 et le 18 novembre, a déclaré à la presse le président de la commission électorale, Abdikadir Iman Warseme. Aucun incident n'a été rapporté lundi lors du scrutin où quelques 700 000 électeurs étaient appelés à départager au suffrage universel 3 candidats, excepté le président sortant qui a refusé de se représenter. Situé dans le nord de la Somalie, ce territoire se distingue du reste du pays par sa stabilité et une composition clanique plus homogène. Mais le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme une partie intégrante de la Somalie. Les élections sont censées se dérouler tous les 5 ans, mais la sécheresse et des contingences techniques avaient conduit à un report de 2 ans du scrutin. Ancienne Somalie britannique, la Somaliland a fusionné avec l'ancienne Somalie italienne à l'indépendance du pays en 1960. Puis, il a fait sécession et s'est autoproclamé indépendant en 1991. En Centrafrique, un calme précaire régnait lundi dans les quartiers ouest de la capitale Bangui après des violences qui ont fait au moins 8 morts et plus de 20 blessés le week-end dernier. Il s'agit là des premières violences significatives dans la capitale centrafricaine depuis le début de l'année 2017. Les précisions à travers ce récit. Un fort déploiement de la mission de paix de l'ONU en République centrafricaine MINUSCA ainsi que des forces de sécurité centrafricaines étaient visibles lundi aux abords du quartier PK5, quartier musulman, épicentre des violences communautaires à Bangui ces dernières années. Des patrouilles de milices autoproclamées d'autodéfense du quartier ont été également enregistrées. La situation était calme lundi à Bangui après les violences du week-end. Mais tous les commerces du PK5 sont restés fermés, les écoles aussi, et la circulation était presque inexistante. Le cardinal Dieudonné Zapalanga, figure religieuse importante de Centrafrique, a lancé lundi un appel à la retenue et à la raison dans une vidéo publiée sur l'Internet, exhortant les populations à être responsables. Samedi soir, 2 individus ont lancé une grenade dans un café de la capitale, faisant au moins 4 morts selon un bilan officiel et plus de 20 blessés. Dimanche matin, les corps de 3 jeunes hommes ont été amenés à la morgue de la mosquée locale Ali Babolo. Tous les 3 auraient été tués dans la nuit en représailles de l'attaque. Le 4e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert lundi à Dakar. Il s'agit d'une rencontre de 2 jours au cours desquels les acteurs de la sécurité du continent et les partenaires extérieurs se penchent sur les défis sécuritaires en Afrique. Cette 4e édition a connu la présence des présidents maliens et rwandais aux côtés de leur homologue sénégalais Macky Sall. Elle a également connu la participation du ministre des Armées de la France. Ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité est devenu une tradition. Une tradition pour parler du terrorisme, de l'extrémisme violent, mais surtout de la réflexion stratégique sur la réponse à apporter à ces menaces. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette 4e édition, le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé en présence de ses homologues maliens et rwandais. Pour Macky Sall, face au terrorisme, la réponse militaire est vitale. Pour que la riposte sur le terrain soit efficace et cohérente, il faut des forces de défense et de sécurité suffisamment formées et entraînées, suffisamment équipées et dotées de mandats clairs et robustes. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. L'enjeu de ces forums, c'est l'urgence pour le continent d'assurer sa propre sécurité, autrement dit, trouver des solutions africaines à des problèmes africains. La lutte contre le terrorisme ne doit pas seulement une lutte
sécuritaire, une lutte militaire. Il y a d'autres aspects que nous, Africains, nous devrons regarder en face, à savoir que nous devrons améliorer notre bonne gouvernance, nous devrons plutôt créer plus de développement dans ces régions et nous devrons être sensibles aussi à la question des droits de l'homme. La 4e édition de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité est placée sous le thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Il est désormais le Davos de la sécurité en Afrique. Durant 2 jours, des discussions informelles mais aussi des rencontres des couloirs auront lieu. En revanche, aucune décision importante sur les différentes crises en Afrique ne sera prise, mais des échanges auront lieu sur les dossiers chauds du continent, notamment le financement du G5 Sahel. En République démocratique du Congo, 600 cas suspects de choléra ont été recensés dans 7 nouvelles zones de santé dans la région du Kasaï entre le 30 octobre et le 5 novembre dernier. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué le ministère de la Santé. L'information a été rendue publique dimanche par le Programme national d'élimination du choléra qui indique que la région du Kasaï manque de structures adaptées pour les soins. Cette structure dit avoir déjà enregistré un nombre important de décès, sans donner de chiffres précis. 7 nouvelles zones de santé dans l'espace Kasaï sont touchées par le choléra, dont le territoire de Luiza au Kasaï central. Ces 7 nouvelles zones s'ajoutent aux 65 déjà affectées, ce qui porte à 72 le nombre total des zones touchées à travers le pays. Le coordonnateur du programme national d'élimination du choléra, le professeur Bompangé, dit avoir présenté un nouveau plan global de riposte contre le choléra qui, selon lui, est mis en œuvre depuis samedi. Ce plan prévoit de décentraliser la coordination nationale en dépêchant des équipes dans les zones les plus touchées. Ces équipes devront mener des investigations et intervenir. Pour lutter contre cette maladie, 6 tonnes d'intrants, composés notamment de solutions de réhydratation, ont été acheminées dimanche à Ngandajika, Mouene Ditou et Luiza, les grands foyers apparus dans la région du Kasaï, a fait savoir le professeur Bompangé. Le ministère de la Santé veut éviter de revivre la catastrophe de Goma, où une grande épidémie de choléra a coûté la vie à plus de 50 000 personnes en 1994. Puis, effroyable pollution dans la capitale de l'Inde, New Delhi. Les écoles de la ville ont rouvert lundi après plusieurs jours de fermeture. La pollution se maintient à des niveaux dangereux et inquiète les parents d'élèves. La situation de pollution à New Delhi est si préoccupante que des médecins ont déclaré la capitale indienne en état d'urgence sanitaire. Les habitants suffoquent depuis une semaine dans un brouillard toxique. Comme mesure, les autorités locales ont décidé de la fermeture des établissements scolaires, de l'interruption des chantiers de construction et de l'interdiction de l'entrée de la mégapole aux poids lourds. Mais cet état de choses perdure. Lundi, les élèves ont repris leur cartable avec de grands risques d'infection, de maladies cardiovasculaires et de cancer des poumons. Les responsables scolaires sont inquiets. Ils craignent en effet qu'une interruption prolongée des classes perturbe la tenue des examens. Le compteur de l'ambassade américaine en Inde indiquait une concentration de particules ultra fines de 509 microgrammes par mètre cube d'air, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser un taux de 25 en moyenne journalière. La situation est donc grave. Si des niveaux comme ceux de Delhi sont nocifs même pour les personnes en bonne santé, les enfants représentent une population particulièrement vulnérable. D'après le président de la Delhi Medical Association, les enfants respirent une plus importante quantité d'air par rapport à leur masse corporelle, donc leur exposition à la pollution atmosphérique est plus grande. Voilà, c'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.